Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel avis lecture qui regroupe des lectures qui rentrent dans le Pumpkin Autumn Challenge, dans le Black November et dans le PLIB 2022. Tout d'abord je vais commencer par 3 lectures que je n'ai pas en papier et donc je préfère vous en parler maintenant pour éviter de les oublier après. La première lecture dont je vais vous parler, c'est Dead Man's Blues de Ray Celestin. Il s'agit de la suite de The Axeman's Jazz. Si vous vous souvenez, je l'avais lu au tout début du Pumpkin Autumn Challenge, ce tome 1. Et donc là, on se retrouve 10 ans plus tard. On est toujours aux États-Unis, mais à Chicago en 1928. Et donc, on est en plein milieu de la Prohibition. On va retrouver deux de nos enquêteurs du tome 1, Michael et Ida, mais on va aussi rencontrer d'autres enquêteurs qui sont là pour d'autres raisons. Et cette histoire se passe dans le milieu de la mafia. Tout va commencer avec un meurtre et les enquêteurs vont vite se rendre compte que ça a un lien avec Al Capone et d'autres mafieux. Et cette lecture était absolument géniale, j'ai vraiment adoré cette écoute. Je suis très contente de l'avoir écoutée en audio, j'ai vraiment trouvé que ça apportait un plus à mon expérience de lecture. J'ai trouvé ça très immersif, donc je vous remettrai le lien vers la version audio en barre d'infos, parce que franchement, si vous lisez et que vous écoutez l'anglais, ça vaut vraiment le coup à mon avis de tenter cette saga en audio. L'auteur, comme dans le tome 1, a fait un grand travail de recherche sur les éléments historiques, notamment il a fait à mon avis beaucoup de recherches sur Al Capone et ça se ressent. J'ai trouvé que l'intrigue était un peu plus noire, un peu plus sombre que le tome 1, mais globalement ça reste une excellente lecture et j'ai hâte de découvrir le tome 3. Je sais pas encore si je vais le prendre en papier ou en audio, mais comme je vous le dis, l'expérience audio était vraiment chouette, donc je vais peut-être continuer dans cette lancée. Allez, on enchaîne sur ma deuxième lecture. Là, on passe à des lectures que j'ai effectuées en e-book. La première, il s'agit de Les Loups de Prusse de Eric Cazenave. Je l'ai lu en lecture commune avec d'autres jurys du PLIB 2022. Je l'avais intégré dans ma liste des 80 présélectionnés du PLIB sans vraiment en savoir. C'est le résumé qui m'avait plutôt tenté et la couverture me parlait bien aussi. Donc quand des jurys ont proposé une lecture commune, j'ai foncé. Pour vous parler un petit peu du résumé, on se retrouve dans un Paris uchronique, on est dans la deuxième partie du 19e siècle, il me semble. C'est un Paris dans lequel les humains cohabitent avec des vampires, des loups-garous, des mages, et on est là encore dans une histoire d'enquête, mais forcément une histoire surnaturelle. Le point de départ, c'est un meurtre qui va avoir lieu dans Paris, un meurtre assez glauque, et on va également retrouver une jeune fille. Elle est toujours en vie, mais elle est dans un sale état, et on sent qu'il lui est arrivé quelque chose de très étrange, et donc cette enquête va révéler un complot et la présence de forces potentiellement très maléfiques dans Paris. C'était une bonne lecture, globalement, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. La mythologie, à mon goût, était peut-être un petit peu trop fouillie, il y avait des inspirations qui partaient un petit peu dans tous les sens, mais voilà, j'ai trouvé que peut-être il y en avait un petit peu trop. Par contre, je vous le dis, j'ai bien aimé l'ambiance, le style était agréable, même si j'ai trouvé que c'était des fois un petit peu inégal, et il y avait quelques passages qui étaient un petit peu trop crus à mon goût, mais je me suis laissée embarquer par l'histoire et j'ai bien aimé. Le petit twist final, même si il n'est pas forcément transcendant, était plutôt agréable, et globalement c'est une lecture dans laquelle je me suis laissée porter, donc je l'ai inclus dans ma liste des 25 sélectionnés du PLIB parce que franchement oui, ça reste une bonne expérience de lecture. C'était très sympa, mais gardez à l'esprit que ça reste quelque chose de très adulte, et il faut aussi aimer le côté steampunk. Si c'est pas votre truc, passez votre chemin, mais sinon si ça vous tente, et bah écoutez, tentez, c'était pas mal du tout. Le troisième roman dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai lu XDI de Damien Snyers, là aussi dans le cadre du PLIB 2022. Alors, ce roman est en fait le tome compagnon d'un autre roman dont je n'ai plus le titre, je vous le remettrai en bas de l'écran. Je ne le savais pas en commençant ma lecture, je m'en suis rendu compte sur les réseaux sociaux, et donc j'ai arrêté ma lecture, je suis allée chercher si on pouvait les lire indépendamment, et effectivement on pouvait, donc j'ai repris, heureusement j'étais au tout début de ma lecture. Mais c'est pas pour autant que ça a été la lecture du siècle, loin de là. Je vais essayer de vous faire un petit résumé, même si c'est un petit peu fouillis dans ma tête. On va suivre deux personnages en parallèle, donc James qui est un elfe et Marion qui elle est une humaine. Petite précision, on est dans notre monde, mais je serais incapable de vous dire si on est dans un monde futuriste ou dans un monde uchronique. Toujours est-il qu'on est dans un monde où les humains cohabitent avec les elfes et les trolls notamment, et où la magie, ou en tout cas des forces telles que la télépathie par exemple, existent. James, lui, est un cambrioleur ou un arnaqueur qui a réussi un gros coup dans le premier tome, ou en tout cas le tome compagnon, et qui est donc devenu richissime. Et Marion, elle, est une noble, une bourgeoise qui est mariée mais qui va se séparer de son mari au tout début du roman, et surtout on se rend compte qu'elle appartient à une société secrète qui s'appelle Le Cercle,
et qui apparemment existe depuis très longtemps. Je vous en dis pas plus sur cette société secrète parce que on n'en sait pas franchement beaucoup au début du roman. Et leurs destins vont se croiser. Alors ils se connaissaient déjà apparemment d'avant, mais leurs destins vont se rapprocher et se croiser de nouveau parce que James est poursuivi par des espèces de tueurs à gages et Marion, elle, se rend compte qu'il y a des choses pas nettes qui se trament à l'intérieur de sa société secrète. Donc on est là aussi sur un espèce un petit peu, alors pas d'enquête, mais oui un petit peu un mystère, une intrigue ou deux intrigues qui se croisent. C'était pas mauvais, loin de là, j'ai plutôt apprécié le style, par contre j'ai trouvé que les deux storylines ne se valaient pas, je me suis davantage investie dans l'histoire de Marion. Celle de James pourtant je voulais vraiment, c'était ce qui m'avait poussé à lire ce roman, c'était le côté cambrioleur, arnaqueur, un peu à la Ocean's 11, vous savez, un cambrioleur qui a réussi un bon coup et qui devient riche et qui va dans les casinos, etc. C'était vraiment cette ambiance qui m'avait tenté au début et finalement c'est ce que j'ai trouvé le moins convaincant. Il y a également tout un passage qui concerne Marion, si vous l'avez lu, si je vous parle de la scène dans la forêt, ça va peut-être vous parler, qui m'a complètement perdue, j'ai trouvé ça long, un petit peu what the fuck et j'ai pas forcément compris à quoi ça servait. Voilà, c'est pas une mauvaise lecture, loin de là, je lui ai mis la moyenne sur Goodreads, mais je l'ai pas inclus dans mes 25 sélectionnés du PLIB parce que j'avais envie de laisser la place à d'autres histoires qui m'ont bien plus convaincue. Ça reste sympa, mais je pense pas que je lirai le tome compagnon. Voilà, une lecture sympa, mais pas inoubliable. Allez, on passe aux lectures papier. Ma première lecture, c'est une lecture que j'ai effectuée pour le Black November. Il s'agit de And Then There Were None de Agatha Christie. Donc en français, Ils étaient 10. C'est un des romans les plus connus de l'autrice, donc je vais pas m'attarder sur le résumé, simplement pour rappeler ou pour donner quelques clés à ceux qui ne le connaissent pas. On se trouve sur une île un peu perdue au large des côtes d'Angleterre et on va rencontrer 10 personnages qui ont chacun été conviés sur cette île pour des raisons différentes et ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont là, ils ne savent pas s'ils ont quelque chose en commun et surtout on se rend vite compte que la personne qui les a invités, en fait on ne sait pas qui elle est et cette personne n'est même pas là quand ils arrivent. J'ai pas envie de vous en dire plus, la clé de ce roman c'est savoir qui est la personne qui les a rassemblés et pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Simplement on se rend vite compte qu'ils ont chacun une part d'ombre ou en tout cas un secret et aussi un des éléments centraux de ce roman c'est que dans la demeure où ils résident, dans chaque chambre il y a une comptine qui est affichée au mur et cette comptine se termine par And Then There Were None, qu'on pourrait traduire par et au final il n'en restait plus aucun. Donc vous voyez peut-être où je veux en venir, ça fait très Cluedo ou très huis clos parce que vraiment c'est une île complètement perdue, il n'y a plus de liaison par bateau, etc. Ils sont vraiment coupés du monde. J'avais déjà lu ce roman il y a plusieurs années, j'avais également lu la réécriture par Marine Carteron en version Young Adult qui s'appelle 10. Je vous en avais parlé dans ma vidéo dédiée aux lectures spooky que je vous recommande pour cet automne. Je vous remettrai le lien de la vidéo en haut de l'écran. C'était donc une réécriture plus young adult et bien plus moderne, mais qui respectait vraiment la structure de ce roman. Donc c'est une histoire que je connaissais, d'autant que j'avais aussi vu une adaptation assez ancienne et l'adaptation la plus récente de la BBC, donc je maîtrisais cette histoire mais je me souvenais plus exactement du déroulement et de tous les personnages dans la version originale, donc j'étais très contente d'y retourner. J'adore Agatha Christie et celui-là est vraiment un de ses chefs-d'œuvre parce que c'est un peu le ou les crimes impossibles qu'on retrouve dans ce roman. C'est vraiment très chouette, c'est très psychologique, c'est très bien fait, c'est assez grinçant et j'aime beaucoup. On ne s'attache à aucun des personnages et tant mieux, mais c'est vraiment mené magistralement. Si vous ne connaissez pas encore ce classique, foncez, que ça soit sur le roman ou sur une de ses adaptations. Franchement, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Alors, on enchaîne sur une autre lecture du PLIB 2022. J'ai lu La carte des confins de Marie Replin. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais lu Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller et j'avais été très déçue. Pourquoi je vous parle de ce roman? C'est parce que j'ai choisi ce roman en me disant que ça rattraperait un petit peu ma déception de Daughter of the Pirate King, dans la mesure où on est dans les deux cas sur des romans young adult qui traitent de piraterie avec un personnage central féminin assez fort. Et de ce point de vue-là, j'ai pas été déçue. On va suivre Callie, qui est une voleuse et qui va se retrouver à devoir monter sur le navire de Blake, qui est un capitaine pirate très renommé, très connu et très craint.
Et en fait, pourquoi elle se retrouve liée à lui, c'est parce qu'elle a en sa possession un objet dont Blake a besoin pour retrouver la carte des confins. Je vous laisserai découvrir, si ça vous intéresse, à quoi mène cette carte. Mais donc voilà, il a besoin d'elle, elle a besoin d'un refuge, je vous laisserai également découvrir pourquoi. Et donc elle s'embarque avec lui et ils vont se retrouver forcés de collaborer, en tout cas de cohabiter. C'était une lecture sympa, ma foi, pas la lecture du siècle, je l'ai largement préférée à Daughter of the Pirate King, ça c'est indéniable, mais ça reste quand même une petite déception. Je l'ai pas mis au final dans mes 25 sélectionnés parce que j'avais envie de donner leur chance à d'autres ouvrages, mais ça reste une lecture sympa. J'ai beaucoup aimé l'ambiance piraterie, j'ai aimé également la touche de magie qu'il y a dans ce roman, mais par contre ce qui m'a posé problème, c'est que j'ai eu un peu de mal à m'attacher aux personnages, et en plus, vous vous en doutez, on est dans un young adult, il va y avoir une romance qui apparaît assez vite, et j'ai rien contre ça, mais par contre, j'ai trouvé que c'était fait de manière assez maladroite. En fait, j'ai l'impression que l'autrice a voulu rendre cette romance un peu plus mature que la plupart des YA, mais ça donne des tournures assez maladroites, voire à un moment peut-être un peu problématique. Je pense pas que c'était la volonté d'aller vers du problématique, mais c'est l'impression que ça m'a donné. En fait, à un moment, Callie se retrouve dans une situation très délicate et potentiellement désastreuse avec deux hommes à la sortie d'une taverne, et Blake vient la secourir et se débarrasse des deux hommes, et donc on se dit ah bah c'est bien, c'est chouette, c'est un gars bien, il prend sa défense, sauf que Blake ne peut pas s'empêcher de dire à Callie bah pour me remercier tu pourras venir dans ma cabine ce soir. Non. Non, elle vient d'échapper à une agression sexuelle, t'es pas obligé de faire ce genre de remarques. Certes, c'était fait sur le ton de l'humour, et certes, il y a un espèce d'aller-retour entre eux non-stop avec ce genre de remarques un peu déplacées et très grivoises. Voilà, mais non, non, pas alors qu'elle vient de réchapper à une agression sexuelle, ça ne se fait pas. Je suis d'accord que Callie n'est pas en reste avec les remarques déplacées, mais là, franchement, j'ai trouvé que ça détonnait et que oui, c'était un peu problématique. Maintenant, le twist final m'a quand même donné envie de lire la suite. Je me précipiterai pas dessus, c'est clair, mais si un jour j'ai l'occasion de le trouver en poche, ou c'est-à-dire dans longtemps, vu qu'il est même pas encore sorti en grand format, mais en poche ou en occasion, et ben je le lirai. C'est une petite lecture sympa qui fait passer un bon moment, mais voilà. Je lis encore beaucoup de young adult et j'ai encore d'excellentes surprises en young adult, donc je continue à en lire, il y a pas de problème, mais ça j'ai trouvé que ça se démarquait pas forcément d'autres young adult. On a fait bien mieux dans le même genre. C'était pas la lecture de l'année et c'est pas très grave en soi, sachez simplement que c'est pas le meilleur young adult que j'ai lu de toute ma vie. Après cette petite déception suite à la lecture de La Carte des confins, j'avais besoin d'une lecture qui m'embarque directement et qui change aussi du tout au tout. J'ai donc lu 1991 de Frank Tillier. Ici, on est sur le préquel de la saga Frank Charcot, c'est l'enquêteur récurrent chez Frank Tillier. Et si vous avez déjà lu des livres de cette saga, vous savez que Frank Charcot, il a pas une vie facile, loin de là. Dès le premier tome, donc Train d'enfer pour Ange Rouge, il prend tarif, mais alors dans tous les tomes, il ramasse, il souffre, que ça soit physiquement, moralement, psychologiquement, au niveau personnel et au niveau professionnel. Frank Tillier ne lui épargne absolument rien. Et donc là, on est sur le préquel de son histoire, c'est-à-dire qu'on va revenir à sa toute première enquête au moment où il a été nommé au 36 quai des Orfèvres. C'est le petit bleu au 36, c'est clairement le petit nouveau, vous savez, tout fraîchement débarqué de l'école de police, naïf, très procédurier, etc. Et donc il doit faire ses preuves, il doit se faire une place, et bah c'est pas gagné. Il va se retrouver plongé dans deux affaires. D'une part, on lui a collé entre les mains un cold case sur un serial killer qui tuait des femmes 20 ans auparavant, je crois, ou 20 ou 10 ans auparavant, bref. Et son équipe et lui vont également découvrir un nouveau meurtre très très glauque, très très sanglant, suite en fait à la réception par un homme un peu lambda d'une lettre qui fait un petit peu un espèce de tour de mentalisme, j'ai pas envie de vous dire de quoi il s'agit, et qui intrigue cet homme et qui le mène à la découverte du corps, et cet homme va appeler la police, et là, c'est là que démarre l'enquête. Je vous en dis pas plus sur l'intrigue. J'ai adoré ce livre, mais vraiment, j'ai surkiffé ma lecture, c'était du très très bon Frank Tillier et du très très bon Charcot. J'adore Charcot de base, mais alors là, pouvoir en apprendre plus sur lui, sur sa famille, sur sa femme Suzanne. Si vous avez lu Train d'enfer pour Ange Rouge,
Charcot, vous savez pourquoi je dis ça, eh ben j'ai adoré, j'ai trouvé ça excellent, et il y a deux choses que j'ai trouvées particulièrement rafraîchissantes, c'est que du fait que ça se passe dans les années 90, forcément la police a très peu de technologie, ou en tout cas peu de technologie au sens où on l'entend de nos jours, à sa disposition. Par exemple, l'ADN commence à peine à être envisagé comme une preuve, et il y a un seul spécialiste en France qui s'en sert et qui est en train de compiler une base de données concernant l'ADN. De la même façon, le 36 vient de recevoir un lot d'ordinateurs et ils ne sont toujours pas installés, ils prennent la poussière parce que les vieux de la vieille s'en méfient et refusent de s'en servir. Et la deuxième chose que j'ai trouvée rafraîchissante, et là ça va vous paraître un petit peu bizarre que je dise ça, mais c'était un polar, ma foi, très classique dans sa structure, dans le sens où on passe énormément de temps dans les locaux du 36, on passe énormément de temps avec l'équipe de Charcot. Charcot, d'habitude, on le suit un petit peu dans tous les coins de France, même on fait le tour du monde avec lui, on se balade énormément. Là, oui, il y a des déplacements, on va ailleurs en France, on va notamment en Haute-Savoie, qui est un lieu que Franck Thillier aime beaucoup et dans lequel on retrouve beaucoup de ses romans, mais j'ai trouvé qu'on passait beaucoup plus de temps sur le côté enquête au bureau, sur le côté très procédurier, et j'ai trouvé ça très chouette. En fait, ça faisait vraiment polar à l'ancienne, mais c'était vraiment excellent, c'est très bien mené. L'enquête en elle-même était sombre, vraiment du Franck Thillier comme je l'aime, et je suis ravie d'avoir lu ce livre. Fleuve Noir vient de rééditer ce livre pour les fêtes de fin d'année en une version noire avec des surbrillances. Je vous le mets en bas de l'écran si je trouve une photo de la couverture. Et donc si vous avez besoin d'une idée de cadeau de Noël pour quelqu'un qui aime les thrillers, foncez, parce que la couverture est sublime et le contenu est excellent. Même si cette personne n'a jamais lu du Charcot, je vous le dis, comme c'est le préquel, et bah il n'y a pas besoin d'avoir lu les autres, ça fera un espèce de tome -1, et ensuite la personne peut enchaîner sur Train d'enfer pour Ange Rouge, ça se fera sans problème. Il n'y a vraiment absolument pas besoin d'avoir lu les autres pour lire celui-là, c'est simplement que quand on a lu les autres, on a en plus l'attachement à Charcot qui est déjà présent, mais vraiment je vous le recommande à 2000%. Je l'ai bingé en 2 jours, c'est-à-dire que j'ai lu 75 pages le lundi soir, et le mardi, eh ben, j'ai enchaîné les 450 restantes. Voilà, c'était bon à ce point-là, ça fait très longtemps que j'avais pas eu un rythme de lecture aussi effréné, c'est-à-dire que même pendant que je faisais à manger, j'avais mon livre ouvert à côté de moi, et dès que j'avais 30 secondes où je pouvais tourner la tête, et ben j'avançais ma lecture. C'était génial, et je vous le conseille à 1000%, que vous ayez déjà lu du Charcot ou pas. Écoutez, c'est une valeur sûre, et je suis ravie de l'avoir lu. On reste sur les très très bonnes lectures. J'ai lu cette semaine en lecture commune avec d'autres jurés du PLIB, Windigo de Estelle Faye. Si vous avez vu mon book haul de la semaine dernière, que je vous remettrai d'ailleurs en haut de l'écran, vous savez que ce livre était un petit peu fait pour moi, dans la mesure où de 1, j'adore Estelle Faye, et de 2, il se passe à Terre-Neuve, donc c'est une île à l'est du Canada. Pareil, j'adore cet endroit, je rêverais d'y retourner. C'est un endroit dans lequel je m'étais sentie vraiment très bien et je rêverais d'y retourner. Alors, clairement, dans ce livre, on n'est pas là pour se sentir bien, donc c'est pas ça qui a fait que c'était une excellente lecture, mais je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. On se trouve donc à la fin du 18e, juste après la Révolution française. On a un soldat de la Révolution qui a été chargé par le gouvernement provisoire d'aller en Bretagne, débusquer un noble, Justinien Salers, le débusquer de son fort et le ramener à Paris pour qu'il puisse être jugé par le tribunal de la Révolution. Vous savez, en gros, tous les nobles sont jugés pour qu'on puisse leur confisquer leurs biens, leur enlever leur titre de noblesse, etc. Et donc le soldat vient pour arrêter Justinien. Justinien lui dit ok, entrez, toi et tes soldats vous vous installez, par contre je te demande une chose, c'est que tu me donnes une nuit pour que je puisse te raconter mon histoire, et demain je viendrai sans faire d'histoire. Donc le soldat accepte, et Justinien se lance dans son histoire qui va nous ramener 40 ans plus tôt sur l'île de Terre-Neuve. Justinien à l'époque est donc un tout jeune noble, mais que son père a voulu punir pour des raisons que vous découvrirez dans le roman, et il l'a envoyé dans le Nouveau Monde sans argent, sans rien. Donc Justinien est un peu un noble désargenté complètement à l'abandon qui noie ses soucis dans la boisson, et il va se retrouver mêlé à une espèce d'expédition qui l'emmène à Terre-Neuve sur les traces d'une autre expédition d'exploration qui a disparu, et il fait partie d'un groupe de 4 personnages hauts en couleur qui sont en quelque sorte chargés d'enquêter
sur cette disparition d'expédition. Vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme ça. Dès le début du roman, le groupe de 4 qui a rejoint un navire sur lequel il y a d'autres personnages tout aussi hauts en couleur, ils sont victimes d'un naufrage et ils se retrouvent forcés de traverser l'île à pied et c'est là que commence tout leur malheur. J'ai pas envie de vous en dire plus. Ce roman est marketé comme horrifique. Oui, en effet, il a un côté très frissonnant et très pesant. Maintenant, j'ai lu beaucoup plus horrifique dans le genre, par exemple chez Stephen King. C'est pas très gore en soi, c'est pas ultra violent, même si c'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. C'est clairement de la littérature adulte et âme sensible s'abstenir, mais je vous le dis, c'est plutôt un roman d'ambiance pour moi qu'un roman horrifique. Maintenant, concernant la résolution, j'avais vu un petit peu les choses venir à cause du titre, j'avais pas fait le lien tout de suite, mais en fait je connais la chose à laquelle ça fait référence sous un autre nom. C'est un terme qui vient de la mythologie algonquine, donc les Algonquins c'est une des premières nations du Canada, donc j'avais un petit peu senti de quoi il s'agissait assez rapidement, mais ça m'a pas du tout gâché ma lecture, loin de là. J'avais également un petit peu senti venir le pourquoi du comment, la structure du roman entre guillemets. C'est peut-être le fait d'avoir lu le Agatha Christie de manière aussi rapprochée par rapport à celui-là, ça m'a un peu orientée, mais là encore ça m'a pas gâché la lecture du tout. Maintenant le twist final lui clairement m'a pris par surprise, c'est peut-être le fait que comme j'avais déjà quelques éléments de réponse, je me suis un peu laissée endormir entre guillemets, et donc j'étais plus vraiment dans le mood ah je vais être ultra surprise etc. Donc j'ai mes éléments de réponse et ensuite le twist final m'a pour le coup vraiment surprise. C'était très chouette, je vous le recommande chaudement, c'est très bien écrit, c'est vraiment un roman d'ambiance très oppressant et c'était vraiment génial, je vous le recommande vivement. Si vous cherchez une lecture frissonnante pour l'automne-hiver, ça sera parfait. Lui il a été direct dans mes 25 sélectionnés du PLIB et je ne le regrette absolument pas, je lui souhaite de continuer à avancer dans l'aventure parce que pour l'instant c'est une de mes lectures préférées dans le PLIB et si vous ne connaissez pas Estelle Faye, foncez, et si vous avez envie d'une petite lecture bien frissonnante, et bah écoutez, celle-là est faite pour vous. On enchaîne avec ma lecture graphique de ces 2 dernières semaines. J'ai lu Enid, il s'agit du premier tome de la saga des 4 sœurs, c'est l'adaptation en BD des romans de Malika Ferjouk avec Cathy Bor aux illustrations. Pour vous faire un petit peu le résumé, on suit 5 sœurs et non pas 4, le titre est un peu trompeur. On suit 5 sœurs dont les âges vont de 9 à 23 ans. Les 4 plus jeunes ont été recueillies par la plus grande suite à la mort de leurs parents l'année d'avant et elles habitent toutes dans le manoir qu'on l'on voit juste ici. Et dans ce premier tome, on suit Enid qui est donc la petite dernière. Elle, ce qu'elle adore, c'est jouer dans le jardin. Elle a deux amis animaux, un écureuil et une chauve-souris. Elle a ses petites aventures, sa petite vie. Mais en même temps, elle doit se faire sa place dans sa fratrie et composer avec ses grandes sœurs, c'est pas toujours facile. J'ai adoré cette lecture, vraiment, c'était très chouette. J'ai adoré découvrir les 5 sœurs Verdelaine. J'ai hâte de lire les autres tomes. Il y a un petit côté aussi, pas forcément surnaturel, plutôt réalisme magique dans cette BD. Je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit. Mais j'ai vraiment bien aimé. Je vais juste vous montrer une ou deux planches. Le style de dessin est pas forcément celui que je préfère. Je le trouve un petit peu brouillon peut-être. C'est pas exactement mon genre, maintenant ça m'a pas gênée et j'ai beaucoup aimé par contre la palette de couleurs. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Voilà, par exemple là c'est la tempête, c'est la nuit et vous voyez l'ambiance est vraiment très bien retranscrite. Les couleurs sont très chouettes. Une petite BD doudou qui peut se lire dès, je sais pas moi, 9-10 ans peut-être, et qui vraiment peut être appréciée sans problème à l'âge adulte. Je vous la recommande, peut-être éventuellement comme cadeau de Noël, parce que c'est quand même des belles BD hein, qui font 150 pages, donc je trouve que ça fait un chouette cadeau et je vous le recommande vivement. On passe à ma dernière lecture pour cet avis, et non des moindres, c'est un livre que j'ai fini hier soir. Il s'agit de What the Wind Knows de Amy Harmon. Donc en français, ce que murmure le vent. Je vais vous faire un petit résumé. Je me suis posé pas mal de questions sur la façon de vous faire ce résumé, vous allez vite comprendre pourquoi. Pour moi, le résumé, que ça soit en anglais ou dans la traduction en français par Charleston, en dit trop. Donc je vais essayer de vous en parler sans mentionner l'élément qui pour moi n'a pas forcément sa place dans le résumé. Et si vous avez envie d'en savoir plus, et vous aurez juste à aller à cliquer sur le lien que je vous mets en barre d'infos pour lire le résumé des maisons d'édition. Alors, on suit 2 temporalités dans ce roman.
Le roman commence, on est en 2001 à New York et on est avec Anne. Anne, c'est une autrice à grand succès, elle est millionnaire, mais le problème c'est que son grand-père est très malade et elle est à son chevet, il est mourant et effectivement, à la fin du premier chapitre, son grand-père décède. Je ne vous spoil absolument pas, ça c'est vraiment le tout début du résumé. Et le problème, c'est que son grand-père, Ewen, c'était vraiment toute sa vie pour Anne. C'est lui qui l'a élevée parce qu'elle a perdu ses parents très jeunes. Ils étaient extrêmement proches et elle est vraiment dévastée, elle est détruite. Et le truc, c'est que son grand-père, sa dernière volonté, c'était qu'elle ramène ses cendres sur sa terre natale en Irlande et qu'elle les répande sur le Loch Gael, donc un lac. Et c'est ce que Anne va faire. Elle va aussi commencer à creuser un petit peu sur ses origines familiales. Ça, c'est la partie au présent. Dans la partie au passé, on va suivre Ewen, qui est un petit garçon à ce moment-là, parce qu'on est en 1921, il a 6 ans, et il est élevé par Thomas Smith, qui est un docteur, qui n'est pas son père, parce que lui aussi a perdu ses parents tout jeunes. Il a perdu ses deux parents dans l'insurrection irlandaise, parce que oui, on se trouve en Irlande en 1921, donc la guerre d'indépendance d'Irlande a commencé en 1916, et on va avancer aussi petit à petit vers la guerre civile irlandaise, donc entre catholiques et protestants, qui commence environ en 1921-1922. Donc on est vraiment au cœur de l'histoire irlandaise. Je m'arrête là grosso modo pour le résumer. C'est un roman qui mêle historique, romance, histoire de famille, secret de famille. Il y a énormément de tendresse dans ce roman, il m'a beaucoup touchée, il m'a beaucoup émue, j'ai lu les 50 dernières pages avec les larmes aux yeux et j'ai pleuré à gros bouillon plusieurs fois, ça a fait beaucoup rire mon chéri. J'ai beaucoup aimé la relation entre Anne et son grand-père, j'ai adoré le personnage de Thomas Smith, j'ai eu aussi un petit coup de cœur pour Maeve, qui est un personnage que l'on voit à la fois dans le passé et dans le présent. Quand on la retrouve dans le présent, elle a 92 ans, mais elle a absolument pas perdu de son humour, de sa verve et de sa pugnacité, j'ai trouvé ça vraiment génial, je l'ai adoré. Je vous disais que ce roman, c'est une romance, et effectivement, c'est une très très belle romance, et j'ai été beaucoup touchée par l'histoire d'amour, je l'ai trouvée très très belle. Mais c'est bien plus que ça, parce que dans ce roman, l'Irlande, c'est pas juste un décor ou un prétexte, c'est pour moi un personnage à part entière. Si vous vous souvenez, récemment, j'ai lu The Missing Sister de Lucinda Riley, qui est le 7e tome des 7 sœurs, et dans lequel on se trouvait à la même période historique, et avec un peu le même schéma, c'est-à-dire un destin de femme qui est lié au destin de l'Irlande. Et même si j'avais adoré The Missing Sister et que j'avais déjà trouvé que le côté historique était assez fouillé, celui-là c'est encore plus. C'est-à-dire que vraiment l'Irlande, je vous le dis, est un personnage. On va vraiment creuser la question des tensions et du conflit irlandais. On va également aborder la place du gaélique, on va mentionner des mythes du folklore irlandais. On va passer beaucoup de temps avec Michael Collins, qui est un des personnages centraux de l'insurrection irlandaise et ensuite de la partition Irlande Nord-Sud. Michael Collins était surnommé historiquement The Big Fella, donc le grand bonhomme, et c'est vraiment ça l'image qu'on en a. C'est un peu un ours, mais très attachant. Elle en a pas non plus fait un héros qu'elle veut glorifier à tout prix, elle l'a rendu dans toute sa complexité. C'est toujours impossible de connaître un personnage historique réellement, mais là je trouve qu'elle a essayé d'en donner une image assez équilibrée, assez juste, et en fait c'est vraiment ce mot que je veux retenir pour ce roman, c'est juste. La romance est pile ce qu'il faut, elle est à la fois dans la pudeur et dans l'élégance, mais en même temps on ressent la passion et les émotions des personnages. Pareil dans les personnages secondaires, c'est très équilibré. Le côté historique, je trouve qu'il y a des recherches assez poussées, assez folles qui ont été faites pour construire ce roman. Bref, vous l'avez compris, c'est un véritable coup de cœur. C'est aussi un livre très poétique, à la fois dans son écriture, mais aussi au sens littéral du terme, dans le sens que à chaque en-tête de chapitre, vous avez un poème de Yeats, qui est un des plus grands écrivains irlandais. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je lisais le poème au début du chapitre et je revenais à la fin du chapitre pour comprendre un peu mieux le sens du poème. La poésie, la culture irlandaise a vraiment une place très importante dans ce roman. J'ai vraiment adoré, c'était magnifique. Si comme moi vous aimez les livres comme ça avec des destins de femmes ou leurs petites histoires, et si vous recherchez quelque chose qui va au-delà encore de Lucinda Riley et Kate Morton, celui-là est vraiment fait pour vous. Ne soyez pas rebutés entre guillemets par l'étiquette romance, c'est pas que ça. C'est très bien fait, c'est avant tout une histoire de famille, une histoire d'amour au sens large,
que ça soit au sein d'un couple, entre un grand-père et sa petite-fille, ou entre des hommes et leur pays. C'était vraiment très très beau et très bien fait. Si vous avez déjà lu du Amy Harmon, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner votre référence en la matière, que je sache par quoi commencer. Mais donc voilà, sachez que celui-là, pour moi, c'était un énorme coup de cœur et je ne saurais que trop vous le conseiller. Écoutez, c'en est tout pour cet avis lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si je vous ai fait envie avec certains de ces ouvrages, je vous attends donc en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, c'est vraiment important à la fois pour moi mais aussi pour YouTube, pour le référencement de ma micro-chaîne. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!